Bonjour Guillemette. Bonjour Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir le privilège de présenter Guillemette Andreu, que j'admire beaucoup. Guillemette est égyptologue. Elle a été directrice du département des antiquités égyptiennes de 2007 à 2014. Avant cela, a fait une grande carrière d'égyptologue en tant notamment qu'archéologue, puisque Guillemette, tu as fouillé à Balat, à Douche, à Der El Médine, qui était un petit peu, ton terrain de prédilection, peut-être favori, tu nous en parleras. Elle a aussi été l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, l'un des derniers en date, c'est justement un guide de Der El Médine, paru aux presses de l'IFAO. Elle a dirigé aussi de nombreux travaux qui ont donné lieu après à des expositions. Donc là, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, hein, les expositions que tu as faites, mais il y a eu effectivement une exposition sur Der El Médine, les artistes de Pharaon. Il y a eu l'exposition Sésostris 3, magnifique, au Musée des Beaux-Arts de Lille. Il y a eu l'exposition L'Art du contour sur le dessin dans l'Égypte, qui était d'une des plus belles expositions qui a eu lieu, qui était dans l'ancienne aile consacrée à des expositions plus techniques. Et puis, tu as aussi participé dernièrement à 2 expositions, l'une Pharaon Superstar à Marseille, très belle exposition, et aussi l'exposition Champollion, l'aventure Champollion à la BNF en 2022. Merci Hélène, tu as une bonne mémoire parce qu'elle n'a même pas de papier pour lui rappeler tout ça, donc elle est forte. Donc, on va commencer par le commencement, Guillemette. Quand as-tu fait la connaissance de l'archéologie égyptienne pour la première fois? Dans quelles circonstances? Écoute, je répondrai bien volontiers. Moi, je n'ai pas, comme Christiane Desroches-Noblecourt, que j'apprécie infiniment, mais je n'ai pas eu la vocation en traversant avec mon père la place de la Concorde. C'est pas le contact avec l'obélisque du Luxor, c'est en fait, c'est presque un hasard, hein, dans la mesure où il se trouve que j'ai vécu au Liban lorsque j'étais adolescente avec ma famille. Et j'étais extrêmement. J'étais bonne en latin grec, j'aimais bien l'Antiquité, j'avais envie d'être archéologue et j'étais plutôt assez intéressée par l'archéologie orientale, sachant que je ne connaissais pas encore l'égyptienne. J'ai par exemple, je parle d'Ariane et Annie, j'ai visité beaucoup de fois Byblos et même Petra avec Maurice Dunant, qui était notre voisin à Achrafiyeh à Beyrouth. En rentrant faire mes études supérieures, je me suis inscrite. J'ai voulu faire de l'archéologie orientale. Et puis, je me suis rendu compte que, au fond, je savais rien sur l'Égypte et que c'était peut-être mieux de m'intéresser à l'Égypte ancienne. D'autant plus que j'étais quand même très, très séduite par l'art égyptien et par la majesté des monuments qui jalonnaient la vallée du Nil. Et je me suis inscrite en égyptologie. Et là, coup de foudre. Là, il n'était plus question d'aller m'occuper des tablettes cuniformes. Il était question de m'occuper, au contraire, des hiéroglyphes égyptiens, de cet art exceptionnel. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite en égyptologie. À l'époque, on commençait dès la première année de la licence. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise. Mais là, le contact avec l'archéologie, alors là, c'est une chance. J'ai vu à l'Institut d'art et d'archéologie une petite annonce pour recruter quelqu'un qui devait créer le centre de documentation du centre franco-égyptien des temples de Karnak. Et j'ai candidaté et j'ai été prise alors que j'avais à peine 20 ans et que je ne savais pas grand-chose encore en égyptologie. Mais c'était quand même extraordinaire. J'ai passé un an à Karnak, donc qui est tout près de Luxor. Et en plus, c'était juste après la guerre de 67, donc il n'y avait pas un chat, il n'y avait pas un touriste. C'était un monde totalement clos, tout à fait étonnant, où en fait on vivait entre le Nil et le temple. Et là, j'ai créé le centre de doc. Et puis, et puis Serge Chaudron était directeur scientifique. Il m'a dit, mais maintenant, Guillemette, tu allais faire une thèse. Donc, j'ai fait ça s'appelait un DEA, et puis ensuite une thèse. Et à la suite de ma thèse, le lendemain, j'ai quand même beaucoup de chance. Le lendemain de la soutenance, j'ai été nommée membre scientifique de l'Institut français du Caire.
Donc c'est comme ça que j'avais eu 1 an à Carnac. Et puis ensuite, à l'IFAO, j'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de chantiers. Tu as oublié parce que je n'ai pas l'air, mais j'étais la seule à savoir le copte à l'IFAO. Et donc j'ai participé, et j'ai même dirigé le chantier des Kélias, qui était un site monastique dans le Delta. Voilà. Donc, parmi les gens que tu as pu croiser au cours d'abord de tes études en égyptologie, est-ce que tu as eu des modèles féminins ou est-ce que pas du tout moi, je me suis rendu compte, par exemple, que finalement, le fait, quand j'étais petite, d'avoir eu des Roches-Noblecourt comme ça, qui était une figure très, très connue, peut-être ça m'avait légitimée, petite fille, à me dire « Ah, tiens, je pourrais peut-être devenir égyptologue ». Mais est-ce que toi, tu as eu des modèles féminins comme ça auxquels te raccrocher ou pas du tout? Non, je n'en ai pas eu vraiment. Je trouve. Alors effectivement, Christiane Desroches-Noblecourt, je n'ai pas suivi ses cours déjà, donc ça c'est pas une qualité de ma part. J'ai eu tort. J'étais élève. Vous savez, je pense qu'Annie pourrait confirmer ce que je dis. Il y avait quand même une vraie rivalité entre les étudiants à la Sorbonne et l'école pratique des études. Et de l'autre côté, traverser la Seine pour aller à l'école du Louvre, c'était pas très bien vu par mon directeur de thèse. Donc j'ai évité. Et j'ai eu tort parce qu'en fait, j'ai depuis maintenant acquis. J'ai lu beaucoup de livres de Madame Noblecourt et j'ai beaucoup d'estime pour elle. Et je sais que Hélène Virenque aura l'occasion de parler d'elle tout à l'heure parce que c'était effectivement quelqu'un qui a eu un culot fou et une audace, tant vis-à-vis de ses projets archéologiques que de s'imposer finalement comme figure majeure de l'égyptologie française au XXe siècle. Donc, d'autres modèles, peut-être, même si c'est pas des femmes, des gens comme ça qui ont pu... Alors, d'autres bah, j'aimais beaucoup mes professeurs. J'ai eu la chance de faire mes études d'égyptologie à une époque où l'égyptologie française et l'enseignement à Paris étaient vraiment très importants. J'ai d'ailleurs travaillé au Collège de France comme ingénieur d'études à un moment. J'étais très proche de Georges Posner, qui était un égyptologue spécialiste de la littérature égyptienne. Et j'ai appris bien l'égyptien par Monsieur Clerc, et puis j'étais surtout élève de Jean Yoyotte et de mon professeur de thèse qui était Jean Leclan. Donc c'était quand même des pointures, hein, donc c'était pas n'importe qui, et j'ai bien profité de ces enseignements. J'ai encore mes cours et je ne les mets pas encore, j'ai pas encore décidé de les déposer dans un dépôt d'archives. Et ces professeurs-là, à cette époque, vous êtes beaucoup de femmes qui faites des études en égyptologie ou tu fais partie d'une minorité? Non, mais c'est aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que l'histoire de l'art que l'histoire de l'art en fait attire. Enfin, les études d'histoire de l'art étaient plutôt favorisées auprès des jeunes étudiantes, hein. Et c'est vrai que, par exemple, les conservateurs de musées sont très souvent des femmes, quelle que soit la discipline à laquelle elles se consacrent. Il y a plus dans les départements du Louvre de femmes que d'hommes. Il y en a beaucoup, mais enfin, je sais pas où on en est de la parité, mais c'est vrai que c'est quand même assez courant. Mais il y avait des hommes. Alors, bon, enfin, ils ne nous voyaient pas très très bien, hein. Ça, je veux dire, moi j'ai beaucoup à l'IFAO, j'ai avalé pas mal de couleuvres. Oui, justement, on va y venir. Tu es pensionnaire dans ce qu'on appelle pensionnaire, membre Oui, ça scientifique, hein. s'appelle comme ça maintenant. C'est Ouais. ce qui n'est pas rien. C'est une position vraiment très importante parce que pendant 4 ans, tu es au Caire ou ailleurs en Égypte d'ailleurs à te consacrer à tes recherches postdoctorales. Comment ça se passe à l'IFAO entre 78 et 82? Eh bien, écoutez, alors, je vais pas bon, moi j'étais ravie de revivre en Égypte et j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années au Liban, d'apprendre l'arabe. Donc, c'était aussi un contact avec le peuple d'Égypte, comme on dirait Ernest Renan. C'était très agréable. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé vivre en Égypte, y compris avec la population égyptienne. Et simplement, alors à l'IFAO, non, c'était pas très bien. D'abord, mon directeur, Jean Vercouter, alors je ne vais pas nommer des noms parce que beaucoup sont encore vivants, donc
En plus, si ça passe sur YouTube, ça va chauffer demain. Mais me dit, oh, bah, écoutez, Guillemette, maintenant, vous allez bien apprendre à fouiller. Vous avez un peu appris à Carnac, mais quand même. Donc, il m'a envoyé sur la fouille à Balat, qui est un site dans les oasis du désert libyque, entre la vallée du Nil et la Libye. Et c'est un site extraordinaire où il y a une immense nécropole et puis une ville. Et il me dit, allez voir Monsieur X, qui me représente comme directeur du chantier. Et j'arrive à Balad, je prends ma 4L et déjà, je traverse le Nil et le désert pour arriver à Balad. C'était pas si simple, mais il ne m'est rien arrivé. Et le directeur, donc adjoint, me dit: ah non, Guillemette, on a oublié de te dire, je ne prends jamais de femmes sur les chantiers. Bon, alors heureusement, il y avait deux mastabas qui étaient en cours de fouille et je suis allée voir le mastaba d'à côté. Et là, c'était une femme qui était directrice du chantier et qui m'a dit: mais oui, Guillemette, c'est très bien, je suis ravie de t'accueillir. Et donc, voilà. Ça, c'est une première chose. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que. Et par exemple, j'ai aussi pu fouiller sur la ville. Et là, vous savez, nous, membres scientifiques, on avait le droit de prendre la Land Rover de l'IFAO pour aller sur le chantier, qui était quand même à 2 km de la maison de fouille. Et puis, on se levait à 6 heures du matin. Il faisait presque un peu de nuit encore. Bon, eh bien, mon collègue masculin, il faisait exprès de se lever plus tôt que moi pour prendre tout seul la voiture. Et moi, j'allais à pied. Voilà, donc ça, c'était systématique. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, il y avait quand même un machisme et un sexisme très, 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 très fort chez mes collègues et mes contemporains. Mais je le dis maintenant. Et puis, il faut aussi dire, alors ça, peut-être ça viendra plus tard, mais il y avait certaines. Vous savez, les professeurs étaient masculins. À part Christiane Desroches-Noblecourt, mes professeurs et auxquels je dois ma formation étaient des hommes. Et souvent, ils avaient des assistantes, d'eux, qui véhiculaient ce machisme. C'est-à-dire qu'elles étaient chargées sans doute de dire, bon, je vous donne un exemple, j'ai été candidate, à la sortie de l'IFAO, j'ai eu quelques années de chômage, jusqu'à ce que je sois récupérée par les musées nationaux. Et donc, j'ai été candidate à un poste au Collège de France et je cachais toutes les cases du profil de poste. Mais ça n'était pas moi que voulait le professeur, c'était quelqu'un d'autre. Et il m'a envoyé son assistante pour... on a déjeuné ensemble et j'avais un bébé de 1 an, je dirais, ou peut-être 6 mois, je ne sais plus. Et alors, elle me dit: oh, bah, écoute, Guillemette, maintenant, tu es mère de famille, c'est ça qui va t'occuper. Tu vas vendre ta bibliothèque, comme ça, tu auras de l'argent pour mettre du lait dans le biberon. Mais c'est fou, hein, elle m'a dit ça comme ça, et il n'est pas question que il faut que tu retires ta candidature de ce poste. Bon, et ça, c'était l'assistante de la personne, c'était pas le prof lui-même. Et bah, j'ai pas retiré ma candidature, et puis, mais je n'ai pas eu le poste, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est une femme qui est venue, et je pourrais citer d'autres exemples, si vous voulez. C'est quand même souvent une espèce d'emprise du prof sur une femme qui véhicule toute cette bonne... Alors maintenant, ça bouge, hein. Maintenant, on n'en est plus là, heureusement. Un peu de sororité, c'est Oui, vrai que ça fait du un peu bien de sororité, quand même. ça, oui. Tu m'avais parlé il y a quelques années, quand on commençait à réfléchir justement avec Rosemary, avec Ariane, à ces journées. Je t'avais déjà contacté et on avait réfléchi ensemble à un sujet qui est extrêmement intéressant. À l'époque, tu m'as dit, voilà, il y a vraiment un sujet qui est très intéressant, notamment à Der El Médineh, sur ce qui est réservé justement aux femmes archéologues en termes d'objets à étudier. Tu m'as dit, voilà, les hommes se réservaient les ostracas avec des inscriptions, et nous, les femmes, on nous réservait les ostracas figurés. Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est un sujet extrêmement intéressant, dont tu es d'ailleurs spécialiste. Donc, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors je vais peut-être... Oui, je te laisse la place. Bon, alors effectivement, Hélène vous a rappelé que... Ah oui, j'ai quand même une... Dans la mesure où
mon travail, enfin ma collaboration à Balat était donc quand même assez empêchée par celui qui prenait la Land Rover tout seul. Euh, il se trouve qu'une de nos collègues, que Hélène connaît bien, qui s'appelle Dominique Valbel, travaillait, elle était venue nous visiter à Balat. Et puis elle a bien vu que c'était pas très, l'ambiance était quand même assez pénible. Et elle m'a dit, ben, quand tu as fini ta mission à Balat, et après, j'allais à Douche, qui est un fort romain magnifique, dans l'autre oasis du désert libique. Elle me dit, ben, viens à Der El Médine, là, on est tranquille. Alors, effectivement, donc je dois à Dominique Valmel de m'avoir entraîné sur ce site, qui à l'époque était très déserté par les membres de l'IFAO, dans la mesure où on pensait que tout avait été fait à Der El Médine du temps jusque dans les années 55, et surtout parce que les oasis venaient de s'ouvrir et c'était tout à fait légitime que l'IFAO cherche à s'implanter dans des terrains totalement neufs qui étaient Douche et Balat, et cette perspective de mieux connaître finalement la vie soit des Égyptiens, soit des indigènes, on pourrait dire, enfin, qui habitaient, ça c'était des métiers, enfin c'était des sites tout à fait passionnants. Et donc du coup c'était plus, Der El Médine était complètement déserté, sauf par Dominique Valbel qui faisait sa thèse d'État à l'époque sur ce site. C'est d'ailleurs avec elle que tu as co-écrit le guide. Le guide de Der El Médine, oui, oui, on est resté collègues sur Der El Médine et collègues tout court. Alors, effectivement, c'est intéressant. Alors, Der El Médine, c'est une. On est alors, je ne sais plus, j'ai fait ça toute vitesse hier soir. Donc, voilà. On voit là, une vue aérienne du site. Alors, je ne sais pas si j'ai un. Ah oui, je crois qu'il faut que j'aille là. Oui, voilà. Donc, ça, c'est une agglomération qui a abrité. On voit malheureusement. Ah si, pardon, excuse-moi. Attends, on voit pas la flèche? Est-ce qu'on voit la flèche? Attendez, là, on la voit? Là, je me balade sur le village. Non. Bon, enfin, c'est pas très grave. On voit donc cette grande enceinte. Vous avez un pointeur. Vous appuyez sur le bouton au-dessus, ici. Juste en dessous, peut-être. Voilà, donc cette enceinte abrite ce qu'on peut appeler une agglomération. On dit village, mais moi je ne suis pas très convaincue qu'il faille appeler ça village parce qu'il n'y a pas d'eau, donc c'est plutôt une agglomération qui abritait une communauté d'ouvriers, d'artisans et d'artistes dont le métier était de travailler au creusement et la décoration des tombes royales qui se situaient dans la vallée des rois. Alors, je vais passer là. Là, par exemple, ça c'est un chantier que j'ai mené et qui est ici. Mon idée, là, vous voyez le début de ce qu'on appelle le Grand Puits. Je vais essayer de revenir en arrière. Non. Alors, ça va être là. Voilà. Ici. Oh là là, il faut être forte. Hein. Oui, c'est là-haut. Voilà, ici, il y avait une énorme cavité que Bernard Bruyère, le fouilleur de l'époque, a appelé le Grand Puits et dont on a extrait presque 10 000 ostracas. Alors, je vais vous montrer ce que c'est qu'un ostracone, presque vous savez peut-être tout ce que c'est. Et donc, ce sont des éclats de calcaire. J'y arrive. Voilà. Qui supportent, qui sont soit des éclats de calcaire, soit des tessons de poterie, que les Égyptiens utilisaient comme brouillon, support de brouillon, d'esquisses ou de textes qui étaient soit littéraires. Alors c'est déjà intéressant d'ailleurs de voir comment ça s'appelait, comment ils étaient distingués ces ostracas, parce que il y a l'élite, c'est les ostracas littéraires. Et ceux qui sont beaucoup plus nombreux, mais qui sont des ostracas qui racontent la vie quotidienne, la vie, l'activité du chantier, etc., ça s'appelle les ostracas non littéraires. C'est-à-dire qu'ils sont définis comme n'étant pas littéraires, mais pas comme étant documentaires à juste titre. Et donc, on en a trouvé donc des milliers, et il fallait bien faire quelque chose de ceux. Donc voici un exemple, des ostracas figurés. Alors, on a considéré que ça allait occuper les femmes des archéologues qui étaient là et que ça allait, voilà, ça valait. Comme en plus elles étaient dans la maison de fouille, il y avait des gens pour faire la cuisine et pour s'occuper de tout et il y avait sûrement beaucoup de travail et donc ça allait un peu les occuper.
Donc, ce sont en fait, ce sont des artefacts tout à fait passionnants parce que, justement, ce sont vous savez, les dessinateurs et les artistes égyptiens, ils exécutaient la commande officielle, la commande qui venait de la cour, et la gloire. Ils avaient vocation et devoir de valoriser l'activité et le règne du souverain, du pharaon qui régissait le pays. Et ces milliers d'ostracas qu'on a retrouvés sont d'inspiration tout à fait spontanée. C'est-à-dire que ça ne répond pas à une commande. Et on voit bien que pour une fois, on peut vraiment rentrer dans l'inspiration, dans la mentalité. Alors là, je reviens un petit peu à ce que vous disiez. On ne sait même pas si ce sont que des hommes. On a toujours dit que les auteurs des ostracas figurés, c'était forcément des hommes, parce que c'était des scribes qui avaient des couleurs, qui avaient une palette. Et moi, mon dernier article, c'est « Ah, attendez, est-ce que ce ne serait pas les femmes ?» Il y a un moment où il ne faut pas exagérer. Par exemple, ça, ce sont des scènes tout à fait courantes, on va dire, de femmes qui allaitent, qui ont eu un bébé, qui viennent d'accoucher. Ce sont des scènes de relevailles. Et vous voyez que celle-ci, là, elle est mignonne. C'est un ostracon qui est au Louvre. Et il y a une petite servante qui est nue et qui propose à la maîtresse de maison ou la jeune mère de voir comment elle est coiffée, ce qui est d'ailleurs une coiffure qui est typique des femmes qui viennent d'accoucher, et qui lui propose même un bâton de colle pour se refaire une beauté. Donc tout ça, comme on sait que dans l'Égypte ancienne, les femmes n'accouchaient pas, enfin en tout cas à Deir el-Medina, elles n'accouchaient pas à la maison, mais qu'il y avait sans doute un espace qui était réservé à l'accouchement, à l'extérieur du village, et qu'il fallait que 14 jours se passent entre la naissance et le retour à la maison pour la purification de la mère. Eh bien, on peut bien imaginer que ça peut être aussi des femmes qui ont fait ce... Voilà. Mais en tout cas, nos épigraphistes qui exerçaient la science noble de l'égyptologie ont considéré que ce n'était pas pour eux, et ils ont confié l'étude des ostracas figurés à leurs femmes, en fait. Cela dit, il y en a qui s'en sont très bien sortis. Alors ça, c'est un raccord que j'ai fait récemment, vous voyez, de 2 femmes. Alors, je ne sais pas si j'ai raison, mais là, on voit que c'est aussi une scène de relevailles. Et vous voyez... Alors, il faut que je trouve le bébé là. Comment je fais pour... Voilà, il y en a un. Mais il y en a un aussi là. Donc, j'ai proposé qu'on assistait à une naissance de jumeaux. Mais... Voilà, mais c'est... Voilà qui va plaire à notre collègue Marie-Lise Arnett. Ben, je ne suis pas sûre parce qu'elle n'est pas d'accord. Baltimore. Ah d'accord. Mais moi, je crois que j'ai raison, bon, évidemment. Voilà. Ou par exemple, sur ces ostracas, il y a très souvent la représentation de divinités qui étaient très appréciées par la communauté de Deir el-Medina, en particulier une déesse serpent qui est la déesse Meresguer. Là, son nom est inscrit en hiéroglyphes, parce que c'est pas parce que je suis une femme que je ne sais pas lire les hiéroglyphes. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir. Et puis là, il y a aussi, d'ailleurs, il y a une signature. Céline Marie, mais enfin, c'est pas très facile à lire. Hein. Bon. Et puis, alors, il y a d'autres inspirations complètement, on va dire, gracieuses, de la campagne, une balade dans une nacelle dont la poupe est en forme de canard. Et tout à fait, c'est tout à fait plein de symbolisme, parce que maintenant, on étudie beaucoup ces ostracas, et on s'est rendu compte que le canard était, d'ailleurs en égyptien, quand vous voulez écrire fils, quand vous voulez parler de votre fils ou de votre fille, vous écrivez, c'est le canard. Donc ça veut dire que ça a un sens, c'est relatif, c'est connoté plus ou moins érotiquement, de façon cette nacelle. Ensuite, là aussi, il y a tous les poissons qui étaient dans le Nil. Et puis, il y avait aussi des ostracas satiriques
où là aussi, ça fait plaisir de voir que enfin, on pouvait se moquer un petit peu des puissants de ce monde et que eh bien, c'était la souris qui était le maître, qui respirait la fleur de lotus, qui allait manger une sacrée volaille, et c'était un chat qui venait lui l'éventer avec son éventail. Et pareil, là, c'est une souris qui jouit d'un concert de harpe. Donc c'est quand même plutôt amusant de voir qu'il y avait un vrai humour dans cette communauté. Et là aussi, on ne peut pas jurer que ce sont des hommes qui ont fait ces dessins. Et puis il y avait aussi, quelquefois, on en a beaucoup, ce sont des esquisses et préliminaires pour le travail dans la Vallée des Rois. Alors là, on peut imaginer que c'est le travail d'un homme, évidemment. Et puis la star absolue, elle est à Turin. C'est cette danseuse, mais il y en a d'autres, hein. Celle-là, elle est parfaite parce que l'ostracon est complet. Mais alors là, bon, on peut imaginer que c'est plutôt le fantasme d'un monsieur qui a généré cette inspiration. Alors en tout cas, tout ça pour vous montrer que effectivement, alors ça j'ai fait ça à l'arrache hier soir avec mon téléphone, donc c'est pas parfait comme présentation, mais c'est Madame Jeanne Vendier d'Abadie. Le J c'est pour Jeanne, et c'était la femme de Jacques Vendier qui a été le directeur du département des antiquités égyptiennes au Louvre et qui a été aussi membre scientifique de l'IFAO autrefois. Et sa femme était une femme extrêmement fine. Enfin, je les ai connus. Si, j'ai connu Vendier, mais je n'ai pas connu sa femme. Et on lui a confié le catalogue des ostraca figurés des Alméniens. Et c'est vrai qu'elle en a fait plusieurs volumes. Vous voyez, celui-ci date de 1939 et qui sont extrêmement bien rédigés et avec une grande finesse. Et elle avait déjà compris qu'il y avait autre chose à dire que ça, c'est un chat, quoi. Si c'est un chat, c'est pas parce que c'est un chat, c'est parce que ça représente un puissant. Et ensuite, la suite, c'est Anigas. Alors là, c'est très récent, hein, c'est dans les années 90. Et c'est une dame qui était capable de faire autre chose. Voilà. Et vous voyez ensuite, c'est Emma Bonner-Traut qui a fait un livre bien connu. Scène de gynécée, ça c'est très récent, si ça c'est 2010, Johann Backhaus. Et puis, Anne Minogu, c'est celle qui m'a accueillie sur le mastaba à Balat en me disant mais non, il y a de la place pour toi. Et la Révolution, là on est en 2013, Luc Delvaux, un monsieur qui s'associe à Amandine Pierlos, et c'est des collègues du musée du cinquantenaire à Bruxelles, qui, bon, Luc a trouvé que c'était tout à fait de son ressort de faire ce bouquin, alors que c'est un excellent égyptologue. Mais enfin, c'est vrai que Pascal Vernus a quand même beaucoup arrangé les choses par rapport à la lecture et à l'analyse des ostracas figurés, parce que Pascal est un des maîtres de l'égyptologie française. Il est un peu plus âgé que moi, mais c'est un grammairien en plus, il est très très fort en tout, on va dire. Et il a beaucoup travaillé, il a fait des livres avec Jean Yoyotte qui sont vraiment des manuels extraordinaires. Et Vernus, maintenant, il a bien expliqué que sur les ostracas figurés, il y avait d'abord une inspiration qui était singulière, qui n'était pas une commande, et qu'ensuite, on avait, c'était vraiment un art profane. Et ça, c'est ça qui compte, parce que la plupart du temps, les peintures sont plutôt inspirées par la commande. Et voilà, écoutez, je vous ai parlé du rôle de certaines femmes et puis comment l'égyptologie, même jusqu'aux dans les années 60, a été considérée. Et je pense que Hélène ira plus loin dans la chronologie après. Voilà, c'était tout à fait étonnant de voir. Alors, à part ça, je peux revenir sur ce que vous avez dit. J'ai un peu oublié votre nom, mais Marilène Patou-Matisse, sur comment les... Parce que moi, ma première exposition, je l'ai faite à l'espace Electra. C'était au moment de l'année France-Égypte, c'était en 98. Et c'est une exposition que la Fondation EDF m'avait commandée. Donc, ce n'était pas dans le cadre d'une institution nationale. Et l'espace Electra, c'est un très beau bâtiment des années 20 qui se situe à Sèvres-Babylone. Il y avait 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, c'était
les grandes dates de l'égyptologie française. L'exposition s'appelait Égyptologie, virgule, le rêve et la science. Et c'était consacré à l'égyptologie française puisque c'était l'année France-Égypte. Bon, et puis au-dessus, en bas, il y avait donc les grands maîtres de l'égyptologie à partir de Champollion jusqu'à Madame Noblecourt. Ensuite, au premier étage, il y avait les grands sites archéologiques sur lesquels les Français s'étaient illustrés. Et au rez-de-chaussée, ça, c'était pas mon domaine, c'était EDF qui s'occupait de toutes les recherches électromagnétiques qui permettaient de faire des prospections sur les chantiers de fouilles. Et donc, on faisait des réunions pour préparer ce travail. En plus, j'avais eu 1 an pour préparer tout ça, c'était pas beaucoup. Et il y avait j'ai oublié son nom, mais peu importe, quelqu'un qui représentait EDF et la prospection géomagnétique dont il était chargé, en particulier à Saqqara, sur la fouille de Jean-Philippe Loher et de Jean Leclan. Et alors, quand il m'a vu arriver à la réunion, il dit « Ah non, moi je veux pas de femme. Hein. On est quand même en 98, hein, c'était il y a 30 ans. Quoi. » Il dit « Non, moi vous savez, les femmes, c'est soit à la cuisine, soit au plumard. » Voilà. Donc, effectivement... Très élégant, je dois dire. C'était distingué, oui. J'ai apprécié, oui, je lui ai dit « Oh, mais vous êtes très distingué. » Mais c'est quand même fou, oui, d'avoir vécu tout ça. Alors, je crois que ça a bien bougé, mais... Et puis, il y avait aussi une chose qui se disait, alors là, c'est que, souvent d'ailleurs véhiculé par les assistantes, c'était qu'il fallait éviter d'avoir une vie personnelle. Alors ça, c'était bien dit. Je suis contente de voir que maintenant, il y a des femmes qui se permettent d'avoir une vie de famille et qui ont des très beaux postes. Enfin, Chloé Ragazzoli ou Sylvie Donat, qui est à la chaire de Lille, ça fait plaisir. Mais il y avait une espèce comme ça d'empêchement, comme vous disiez tout à l'heure, qui était très très nette sur... fallait quand même pas aller jusqu'au biberon, quoi. Donc, voilà. Selon toi, et ce sera le mot de la fin, puisqu'on va peut-être passer aux questions, c'est en train de changer. Selon toi, il y a une évolution. Oui, il y a une évolution. C'est-à-dire que maintenant, oui, peut-être qu'il y a des choses qui sont encore pensées par les messieurs, mais en tout cas, ça n'est plus relayé par les assistantes et surtout, on fait quand même ce qu'on veut, quoi. Merci beaucoup, Guillemette. Est-ce que vous avez des questions pour Guillemette Andreu ? Merci beaucoup pour cette très belle présentation où moi personnellement j'ai appris plein de choses et alors j'étais curieuse, l'ostraka avec l'acrobate, la jeune femme là en arrière. Il date de quand? Ils sont datés de quand? Ah bah il est sans doute ramesside, c'est-à-dire on est vers 1250 avant Jésus-Christ. D'accord. Et il est exclu de voir, vous avez dit c'est peut-être un fantasme masculin, mais est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi un exploit féminin, c'est-à-dire d'une acrobate féminine qui pourrait être aussi mise en valeur On peut tout à fait, d'autant plus qu'il y a quand même régulièrement des scènes de danse qui sont représentées sur les peintures des tombes. Et il y a effectivement... là, elle fait le pont avec beaucoup d'élan. Ce qui est très beau, c'est sa chevelure là, qui est complètement renversée en arrière. Mais c'est vrai que oui, on peut tout à fait imaginer que c'est aussi une scène de danse. Ou même d'acrobatie, carrément. Ah oui, elle est très acrobatique. Moi, ça me fait penser à des corpus bien plus récents, évidemment, chez les Italiotes, où il y a beaucoup d'acrobates qui font des contorsionnistes, même carrément. Donc c'est un domaine bien répertorié. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est quand on pense à la société égyptienne, c'est d'où viennent ces femmes. C'est-à-dire que j'étais dans la jury de thèse il y a un certain temps de Claire Somalino qui a travaillé sur un terme qui s'appelle le rétem. Donc ça c'est très égyptologique, c'est pas passionnant, mais c'est le rétem, ça désigne le poste de contrôle qui était au nord de l'agglomération où on recevait les vivres, l'eau et aussi on recevait les ordres pour le travail. Quand les hommes partaient au boulot dans la vallée des rois, ils faisaient un registre d'appel, on savait qui était absent ou qui allait travailler. Et puis, il y avait quand même, on a là des textes qui font référence à des prostituées. Et ça, on le sait très bien parce qu'on sait qu'il y a eu des histoires avec... il y a un mot pour dire
Et il n'y a pas tellement de femmes, en fait. Alors que les femmes, si elles étaient censées faire la cuisine et s'occuper des enfants dans le village, honnêtement, elles sont très peu citées. Donc c'est quand même un peu... ça, c'est une autre question archéologique, mais on peut se demander si quand même, d'abord, dans une agglomération où il n'y a pas d'eau, c'est commode de faire la cuisine et de s'occuper des enfants, qui ont les mêmes besoins que nos enfants, donc il faut quand même avoir de l'eau. Et en même temps, oui, enfin, je dérive un peu, mais c'est vrai que on peut imaginer qu'il y avait des scènes de réjouissance avec des danses masculines et féminines. Mais du coup, moi, j'y vois aussi, peut-être aussi la représentation d'une professionnelle, quoi, Oui. et d'une profession et d'un savoir-faire, etc. C'est sûr. De même qu'on voit on voit des femmes, on voit des femmes qui chantent. Oui, on voit des femmes qui font de la musique. Oui. Donc, elles avaient, et puis il y a eu des travaux faits sur les femmes dans l'Égypte ancienne, hein. Elles avaient quand même, elles avaient des métiers souvent, hein.